Donc, voici, j'ai résumé un peu cet article pour vous. Euh, L'article intitulé Hugo, père et fils, Shakespeare et la traduction, écrit par Nicole Mallet, explore la collaboration unique entre Victor Hugo et son fils, François Victor Hugo, autour de la traduction des œuvres de William Shakespeare. Donc, comme disent les Français, Shakespeare, hein, Shakespeare pour nous. Cet article se concentre principalement sur la manière dont François Victor a entrepris la tâche monumentale de traduire Shakespeare en français et sur l'influence de son père, Victor Hugo, tout au long de ce projet. Contexte de l'exil et relation père-fils. L'article commence par évoquer une scène en 1851 où François Victor demande à son père comment il envisage de remplir son temps durant leur exil à Jersey. Victor Hugo répond qu'il observera l'océan, tandis que François Victor annonce qu'il traduira Shakespeare. Ce moment symbolise non seulement le début de leur exil, mais aussi celui de leur collaboration intellectuelle. Le projet de François Victor consistait à traduire toute l'œuvre de Shakespeare, une tâche qui allait durer près de 15 ans, de leur arrivée dans les îles anglo-normandes en 1851 jusqu'à la publication du dernier volume en 1866. Ce projet de traduction a été marqué par un dialogue intellectuel intense entre le père et le fils. Les idées de Victor Hugo, qui voyait Shakespeare comme un homme de la mer, une métaphore soulignant la profondeur et la complexité de son œuvre, ont nourri l'approche de son fils. Alors, traduction de Shakespeare, une œuvre monumentale. François Victor a structuré ses traductions de manière thématique, révélant une compréhension profonde de l'organisation structurelle de l'œuvre de Shakespeare. Son travail de traduction ne se limitait pas à un exercice purement linguistique, mais intégrait également un cadre critique et historique. Chaque volume de sa traduction était accompagné d'une introduction substantielle et de notes détaillées couvrant des aspects contextuels et théoriques. Par exemple, il classa les œuvres de Shakespeare en fonction de thèmes récurrents comme la vengeance dans Macbeth, Richard III et King John, qu'il considérait comme les différentes parties d'une même trilogie, qu'il appelait le talion. François Victor s'efforça également de revenir aux sources les plus authentiques de Shakespeare, utilisant les éditions des quartos et du folio de 1623 pour s'assurer que sa traduction soit fidèle à l'œuvre originale. Cela montre un sérieux académique rare, renforçant l'idée que cette traduction n'était pas seulement un travail littéraire, mais aussi un projet de recherche historique. Un projet à dimension historique et philologique. L'article souligne que François-Victor Hugo considérait la traduction de Shakespeare non seulement comme un défi linguistique, mais aussi comme un projet profondément ancré dans l'histoire et la culture. Il voyait cette entreprise une façon de redonner à Shakespeare son caractère sacré, à la manière des exégètes religieux travaillant sur les textes sacrés. Cela s'inscrit dans une époque où la traduction et l'histoire étaient de plus en plus vues comme des disciplines interdépendantes, reflétant un renouvellement théorique important au XIXe siècle. Victor Hugo lui-même a contribué au projet de son fils, notamment en rédigeant une préface pour une nouvelle édition de la traduction de Shakespeare. Ce texte s'inscrit dans le cadre des célébrations du tricentenaire de la naissance de Shakespeare
en 1864. Victor Hugo y développe des réflexions sur l'importance historique et culturelle de la traduction de Shakespeare, allant jusqu'à établir des parallèles entre la traduction et l'histoire humaine qu'il considérait comme des entités profondément liées. La vision hugolienne de la traduction. Selon Victor Hugo, la traduction n'est pas seulement une reproduction littérale d'un texte, mais une œuvre d'interprétation qui engage une vision globale de l'humanité et de son histoire. Il voyait en Shakespeare un auteur universel, dont les œuvres transcendent les frontières linguistiques et culturelles. Traduire Shakespeare en français signifiait pour lui enrichir la poésie nationale et renforcer les liens entre les peuples. Hugo percevait la traduction comme un acte de fraternité entre les nations. Cette conception de la traduction comme une entreprise à la fois philologique et historique trouve son écho dans l'ampleur du travail de François Victor. Celui-ci, dans son approche, cherchait à fournir aux lecteurs français non seulement une traduction fidèle de Shakespeare, mais aussi un contexte historique riche qui permettrait de mieux comprendre les œuvres du dramaturge anglais. Pour ce faire, il s'appuyait sur des textes anciens comme les chroniques bretonnes ou des ouvrages contemporains de Shakespeare. Une œuvre critique et un monument littéraire. Le travail de François-Victor Hugo sur Shakespeare a été salué comme une œuvre colossale, tant pour sa rigueur académique que pour sa profondeur critique. Son père, Victor Hugo, voyait dans cette entreprise une véritable construction monumentale, à la fois littéraire et historique. François-Victor Hugo n'a pas seulement traduit Shakespeare, il a également fourni des commentaires approfondis, créant ainsi une œuvre qui dépasse le simple cadre de la traduction. Dans cette collaboration entre père et fils, il est difficile de discerner où commence l'influence de l'un et où s'arrête celle de l'autre. Les réflexions de Victor Hugo sur Shakespeare ont sans doute été nourries par le travail de son fils, et inversement. Les idées de François-Victor sur l'histoire et la traduction étaient profondément imprégnées de la pensée de son père. En somme, en conclusion, l'article de Nicole Manet montre comment la traduction de Shakespeare par François-Victor Hugo, soutenue par l'influence intellectuelle de son père, a donné naissance à une œuvre critique majeure du XIXe siècle. Ce projet représente non seulement un accomplissement littéraire, mais aussi une réflexion sur le rôle de la traduction dans l'histoire et la culture. À travers cet acte de traduction, père et fils ont non seulement rendu hommage à Shakespeare, mais ont aussi contribué à enrichir la culture littéraire française. On parlera surtout des sonnets et euh, sonnet 18 que j'aime beaucoup. À mon avis, hein, c'est le meilleur des poèmes d'amour que j'ai jamais lu en anglais. Mais il s'adresse en fait à un jeune homme. Shakespeare était bisexuel et il avait été embauché par la mère de celui-ci pour l'inciter à reproduire. Mais peu à peu, Shakespeare lui-même est tombé amoureux de ce jeune homme. Et c'est étonnant que parmi les 154 sonnets, euh, disons approximativement 120 sont dédiés à ce jeune homme. On ne sait pas exactement c'était qui, mais je vais en parler un peu ici. Donc, le sonnet 18 de William Shakespeare, aussi connu par ses premiers mots, Shall I compare thee to a summer's day, est l'un des plus célèbres de ces 154 sonnets. Dans ce poème, Shakespeare compare une personne aimée à une journée d'été, suggérant que cette personne est plus belle et plus éternelle que l'été qui est éphémère.
À qui s'adresse le poète, hein? Le sonnet 18, comme beaucoup d'autres, dans la première partie du cycle des sonnets de Shakespeare, semble être adressé à un jeune homme, souvent appelé le fair youth, beau jeune homme. Son identité n'est pas clairement définie, mais plusieurs spéculations ont été avancées au fil des siècles. Le jeune homme est décrit avec une beauté remarquable et une grande jeunesse, mais son identité reste un mystère. Certains érudits pensent qu'il pourrait s'agir de Henry Risley. L'orthographe est assez bizarre. Le comte de Southampton, qui était le mécène de Shakespeare à l'époque euh, où les sonnets furent écrits. D'autres noms ont été avancés, mais rien n'est certain. Il existe une théorie selon laquelle la mère du jeune homme aurait embauché Shakespeare pour écrire des poèmes à son fils afin de l'inciter à se marier et à avoir des enfants pour perpétuer sa lignée. Cette interprétation découle en partie des premiers sonnets où Shakespeare exhorte le jeune homme à se reproduire pour préserver sa beauté. Donc on va commencer avec euh, l'un des premiers de ces sonnets, ce qui est When 40 winters shall besiege thy brow, dig deep trenches in thy beauty's field. Donc on va commencer avec ceci, mais aujourd'hui je traite le meilleur connu des sonnets, de ces poèmes. Je vais vous présenter la traduction en français faite par Victor Hugo et son fils. Et ici, les sonnets, appelés les Procreation Sonnets, insistent sur l'idée que le jeune homme devrait se marier et avoir des enfants pour que sa beauté ne se perde pas. Peut-être qu'il n'avait pas tendance de se marier, c'est pourquoi sa mère était inquiète. Et ben, on ne saura jamais exactement pourquoi, mais il commence avec ses poèmes comme ça, et après, au fur et à mesure qu'il se côtoie avec ce jeune homme et essaye de l'inciter à se marier, etc., il tombe lui-même amoureux de ce jeune homme. Et après, il y a aussi la Dark Lady. C'est une juive italienne et il tombe aussi amoureux d'elle et il y a tout un love triangle qui en résulte. Je présente d'abord l'original. Sonnet 18. Shall I compare thee to a summer's day? Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Et voici la traduction. Euh, Te comparerai-je un jour d'été? Tu es plus aimable et plus tempéré. Les vents violents font tomber les tendres bourgeons de mai, et le bail de l'été est de trop courte durée. Tantôt l'œil du ciel brille trop ardemment, et tantôt son teint d'or se ternit. Tout ce qui est beau finit par déchoir du beau, dégradé, soit par accident, soit par le cours changeant de la nature. Mais ton éternel été ne se flétrira pas et ne sera pas dépossédé de tes grâces. La mort ne se vantera pas de ce que tu erres sous son ombre,
quand tu grandiras dans l'avenir envers éternel. Tant que les hommes respireront et que les yeux pourront voir, ceci vivra et te donnera la vie. Voilà. À mon avis, c'est une traduction vraiment super.